Bonsoir Robert Ménard. Bonsoir Benjamin. Comme chaque dimanche, merci d'être avec nous, maire de Béziers. Et bonsoir François. Bonsoir Benjamin. Quelle énergie, quel enthousiasme. Ah oui. Éditorialiste. On est déchaînés ce soir. Ah ben ça tombe bien. Éditorialiste au point. Messieurs, je voudrais qu'on commence. Allez, parfois l'actualité politique se fait un peu aussi sur ce plateau, puisque ce midi, le Premier ministre disait les 62 ans, c'est non, dans le cadre des nécessités de trouver des financements pour se réarmer, mettant en cela un coin dans ce fameux conclave entre les partenaires sociaux. C'est pas une surprise. Hein. Ah bah, écoutez ce que dit le ministre de l'économie et des finances, c'était il y a une vingtaine de minutes. Écoutez François Bayrou puis Éric Lombard. Beaucoup de gens qui veulent surtout qu'on revienne aux 62 ans. Ça va être possible, ça, ou pas, dans le contexte dans lequel on est? Non. Une position intermédiaire, 63 ans, c'est possible ou pas? Non, ça mais non, c'est pas possible. je ne crois pas que la question paramétrique, comme on dit, c'est-à-dire la question de dire voilà l'âge pour tout le monde, je ne crois pas que ce soit la seule piste. Moi, je ne dis rien. J'ai entendu le Premier ministre. Je dis Et vous êtes d'accord avec les lui ou pas? partenaires sociaux. Je dis les 62 ans ont un coût élevé. Ouais. Qui demanderait, si les partenaires sociaux souhaitaient que les 62 ans soient rétablis, que les autres critères soient modifiés de façon très forte pour être dans cette trajectoire d'équilibre. Quelle clarté, Robert Ménard. Quelle langue de bois. C'est-à-dire qu'on a un Premier ministre qui, à la mi-journée, dit les 62 ans, c'est non, et à votre place, Franz, le ministre de l'économie et des finances, qui dit non, mais c'est les partenaires sociaux, ça coûte cher, mais moi je dis pas. Il est pas d'accord, mais en même temps, il veut pas vous le dire, parce que c'est quand même compliqué de dire que t'es pas d'accord avec le Premier ministre. Sur ce coup-là, honnêtement, c'est le Premier ministre qui a raison. Sur le fond, il est peut-être d'accord, c'est peut-être juste un problème de méthode, ou il est pas au courant. Arrête de méthode, il nous casse de toute façon, c'est grotesque. Non, mais on va pas faire. Avec les retraites. On peut pas retomber à ça. Alors, attendez. Robert, terminé, et ensuite... Non, mais on peut pas, vous avez remarqué, il est pire que... Non, Attends, Franz. Pire que qui? Franz, je sais pas, il y a une liste longue. Oui. Franz, tu peux pas aujourd'hui à la fois dire on va faire des efforts, on va pas augmenter les impôts, c'est le chef de l'État, on va pas faire ceci, on va pas faire cela, on va pas toucher aux riches. À un moment donné, il va falloir travailler plus. C'est aussi simple que ça. On est le pays qui, dans les pays développés, travaillons le moins. Tu peux pas continuer à moins travailler que les autres quand tu dis en même temps, il faut dépenser plus d'argent pour s'armer parce qu'on est menacé. Tu tournes, tu vires, ils tomberont là-dessus. Mais évidemment, alors peut-être que la méthode, c'est un peu violent de dire déjà, alors que le conclave, il bat de l'œil, dire on ne veut pas en entendre parler du retour à 62 ans, et peut-être que le ministre, avec l'histoire qu'il a et tout, c'est un type de la Caisse des dépôts et conciliation, ils ont l'habitude de débattre avec tout le monde, il se dit, je vais pas le dire violemment, quoi. C'est pas un peu ça? Oui, voilà, moi je c'est plutôt ça. C'est plutôt ça parce que de toute façon, toute personne raisonnable aujourd'hui, quand on voit l'état des finances publiques, quand on voit l'état de ce pays, de l'économie de ce pays, c'est qu'il faut, en France, aujourd'hui, travailler plus. Parce que les statistiques que tu donnes, c'est par habitant, hein. C'est-à-dire si parce que on parle pas seulement des salariés, si on regarde par habitant, la différence est effarante. On est en bas du tableau. C'est-à-dire c'est un pays où il y a peu d'actifs, et ces actifs, de toute façon, travaillent moins, à cause des trous de 5 heures, des jours de congé, en heures annuelles travaillées, hein, parce que c'est ça qui est important. Tu as raison de l'heure annuelle travaillée. Tu as raison de préciser quelque chose, parce que sinon on trompe les gens, parce que il y a plein d'éléments. Il y a le nombre de jours où les gens travaillent, le nombre d'heures où ils travaillent par semaine, il y a aussi le départ à la retraite et le nombre d'actifs. Si on augmentait le nombre d'actifs, en gros, s'il y avait moins de chômeurs, le nombre de travail... Parce que le sujet échappera pas. Le sujet, parce que François Bayrou, lui, évidemment, il n'a pas la main pour relancer la France, relancer l'économie, qui est par terre aujourd'hui, c'est clair. Mais si on retourne aux 62 ans, c'est sûr que ce sera encore pire. C'est-à-dire que il faut arrêter. Faut arrêter. Oui, mais France, en même temps, c'est facile pour nous de dire ça ici, parce que il y a quand même des gens pour qui, honnêtement, rajouter 2 ans, c'est difficile. Enfin, tu le sais. Enfin, bien sûr, mais c'est déjà prévu. C'est déjà prévu. Oui, mais peut-être pas assez. Peut-être qu'il faut le dire. Peut-être qu'il faut dire mieux. Quand tu commences à travailler à 18 ans, peut-être que... Oui, mais c'est pour ça d'ailleurs. Peut-être qu'on sait pas le dire. C'est pour ça que François Bayrou, si tu l'as bien entendu, il a dit, c'est pas forcément le même âge pour tout le monde. Donc ce problème, tout le monde en a conscience. Sauf qu'un Benjamin Duhamel, la seule chose
chose qu'il met en avant, c'est le désaccord entre les deux. Bah, écoutez, oui, mais on ne se refait pas. Et oui, non, mais c'est vrai. Non, parce mais, oui, que, mais alors, mais du coup, Frantz, il a raison. Il a dit, il faut pas que tout le monde parte en même temps. Peut-être que c'est là-dessus qu'il faut mettre l'accent. Oui, mais Robert Ménard, on a quand même ce conclave, c'est-à-dire un endroit où les partenaires sociaux continuent de se réunir pour revenir sur une réforme qui génère des économies. Est-ce que dans un moment où on cherche de l'argent pour augmenter les dépenses militaires, est-ce que ça a du sens? Ça sert à rien. C'est ridicule. Enfin, tu vois. Oui, mais allez dire aux patrons et aux syndicats ouvriers, écoutez, ça va, on s'arrête et on passe à des choses sérieuses. Et puis je pense que les gens, ils ont pas. Moi, je le vois autour de moi quand je discute, tu vois, comme ça. Les gens, ils pensent que quand même que c'est un peu une vue de l'esprit d'un télo, c'est toujours la même histoire. Dire que la guerre menace et tout. C'est quand même, c'est pas les Russes, ils sont pas dans les rues de Paris. Et donc les gens, ils ont un peu de mal et ils se disent, oui, quand même, ils nous font chier avec tout ça. Ça va être sur notre dos et on va payer un peu plus. Vous allez voir les études d'opinion sur les retraites, ce sera comme ça l'était encore récemment d'ailleurs sur les 35 heures. Les Français disaient, oui, c'est très bien pour nous, c'est pas bien pour la France. Et c'est vrai que baisser, revenir à l'âge de 62 ans pour la retraite, mais c'est ce qu'on pourrait faire de pire dans la situation actuelle. Alors, c'est presque comme si on cherchait d'avoir des attaques financières. Vous savez, comment les marchés financiers vont réagir face à une mesure comme ça? Ça veut dire vraiment on marche sur la tête. Frantz, je suis d'accord avec toi, mais même les études d'opinion, c'est quand même un truc débile mental. Tu demandes à un type. Là, vous avez vu sur le service militaire, par exemple, sur le service militaire, ceux qui sont le plus favorables, c'est les plus âgés. C'est-à-dire, ça te concerne pas. C'est vous, quoi. Quoi? Ben oui, bien sûr, ça va. Sans être désagréable. Hein, sauf. Oui, mais nous, on l'a fait le service militaire. Alors vous, le jour où vous tiendrez une arme et vous tirez avec un fusil de guerre, on en parlera 5 minutes. J'en parlerai à vos parents. Ça, c'est ce qu'on appelle un argument d'autorité, mais admettons. Vous dites, oui, on est vieux, et on a fait. Ce que je veux dire. Mais bien sûr. Il nous dit ça toutes les semaines, c'est toujours pareil. On est des vieux. Non, mais il nous le dit tout le temps, tu vois, mais c'est vrai. Alors, sauf que maintenant, revenons à un truc plus sérieux. Le service militaire, les gens, c'est quand ils vont pas le faire, qu'ils sont d'accord. Les retraites, d'un coup, les retraités, tu leur dis, il faudrait toucher, il faudrait peut-être pas augmenter les retraites en même temps que l'inflation, ils sont contre. Il y a un certain nombre de sondages, je trouve qu'ils n'ont aucun sens. C'est un peu démago, quand même, ton discours, parce que ce que montrent quand même ces sondages, c'est qu'il y a une prise de conscience dans l'opinion. Moi, je trouve que c'est ça qui est important. C'est pas que les vieux soient. C'est que je suis très étonné par ces sondages. D'ailleurs, 61% des Français qui sont pour le rétablissement du service militaire, c'est obligatoire. C'est quand même très impressionnant. Mais c'est un truc. Mais c'est d'autant plus facile d'être pour que c'est un truc qu'on fera pas. Personne ne le fera. Non. Personne ne le fera. Non, parce que on va découvrir, c'est trop compliqué, que c'est très difficile. On va pas découvrir, on le sait déjà. C'est intéressant ce que vous dites sur la prise de conscience dans les sondages, mais sauf que là, de rentrer dans le débat, et c'est au fond ce que les questions que j'ai posées tout à l'heure au ministre de l'économie et des finances. Ok, les Français sont d'accord pour dire il faut qu'on fasse des efforts. Où est-ce qu'on les fait? Puisque les impôts, il n'est pas question de les augmenter, le modèle social, il n'est pas question d'y toucher, la dette, il n'est pas question d'en créer. Donc où est-ce qu'on trouve l'argent? D'abord, Robert Ménard répond. Ce sera forcément le modèle social. Enfin, attendez, comment vous voulez que ce soit autrement? Je veux bien quand tu fais de la politique, quand t'es ministre, Premier ministre, chef de l'État, t'as pas envie de dire aux gens, attendez, il va falloir faire des économies. Bien sûr qu'il va falloir faire des économies. Et en France, le seul truc sur lequel on peut faire des économies, c'est le modèle social. Une fois que t'as dit ça, c'est des hurlements. Il faut préciser que ces économies, tu les fais pas à tout le monde de la même façon. Mais laissez croire qu'on ne touchera pas aux impôts, qu'on ne touchera. Mais ça n'existe pas. Rien ne se fait sans effort. Mais on est dans une société où on passe notre vie, à commencer par nos propres enfants, à leur faire croire, tu sais, que tu peux réussir sans trop bosser. Et là, il va falloir plus bosser. C'est aussi simple que ça. Alors, l'histoire des impôts, tu sais très bien que c'est grotesque. On peut pas augmenter les impôts, puisque on est au maximum. Record du monde de prélèvements obligatoires, et de toute façon, plus, tu sais, il y a toujours le vieux système, plus tu mets d'impôts, moins des rentrées, parce que c'est pas en augmentant les impôts que tu as forcément plus de recettes fiscales, hein, ça a été démontré à de nombreuses reprises. Alors, le vrai sujet, c'est effectivement, qu'est-ce qu'on fait? Tu dis, il faut toucher... Juste, pardon, mais parenthèse sur les impôts,
dans l'histoire des conflits dans le monde, pendant la Première Guerre mondiale, création de l'impôt sur le revenu en 14. Aux États-Unis, Roosevelt qui augmente l'impôt sur le revenu très nettement pendant la Première Guerre mondiale. Il y avait la guerre. Oui, mais l'idée, il n'y a pas la guerre. Non, mais d'accord. Mais l'idée que quand on doit faire des efforts de réarmement, à un moment donné, on fait contribuer les gens. Non, mais aujourd'hui, il faut pas exagérer justement. Il n'y a pas la guerre. Et ce qui est en train de se passer, c'est que Trump, nous ayant d'une certaine manière abandonné, l'Europe a compris que et c'est une bonne chose, que c'est à elle de faire sa défense, et forcément, donc c'est à elle de la payer. Et nous sommes un pays parmi d'autres, parce que c'est vrai que l'Allemagne fait des efforts considérables, la Pologne, j'en parle pas, donc on est là-dedans, c'est tout, c'est ça l'histoire. Mais moi je dirais que pour revenir sur les économies c'est important, parce que tu dis il faut revoir le modèle social, ça c'est sûr, il faut faire sûrement, regarder où il y a des économies à faire, parce que c'est clairement un modèle, qui est mal géré, c'est pas juste pas de supprimer des avantages, c'est de gérer mieux. Et à mon avis, c'est plus facile. Vu l'argent qu'on met dedans, enfin, notamment dans les services publics et ce qu'on y retrouve, il y a du coulage quelque part. Donc, il faut faire ce qu'on fait dans les entreprises et ce qu'on ne fait pas, nous, en France, concernant les entreprises et les services publics. Mais, je dirais surtout, travailler plus, ça c'est vrai, et il y a une façon très simple de le faire, c'est de supprimer quelques jours de congé. C'est vrai, quand on compare avec l'étranger, la France a beaucoup plus de jours de congé, et ça fait de l'argent qui rentre. Quand vous voyez ce qu'une journée de moins de congé par an en France représente, c'est énorme. Peut-être que c'est le moins douloureux, parce que de toute façon, ce sera douloureux. C'est de la démagogie de dire aux gens qu'aujourd'hui, si on prend au sérieux le risque, où on dit ce que dit Macron, c'est des conneries, c'est pas vrai, les Russes, ils sont à 2000 kilomètres, ils se contenteront, si j'ose dire, ça me fend le cœur de oser dire une phrase, ils se contenteront de l'Ukraine. Non, parce qu'il y a la Moldavie, les Pays-Bas. Attends, je te parle pas de ça. Oui, je te parle même l'Ukraine. Les prochaines étapes. Je pense à mes amis ukrainiens. Vous vous rendez compte? On se dit, au fond, s'ils se contentaient de l'Ukraine, ou des 20%, vous avez vu les discours, ils se contenteraient, des copains à moi. Je lisais des interviews de copains à moi qui disent qu'ils ont pris Philippe de Villiers par exemple, je lisais, c'est un ami, il dit ils ont pris que 20% du territoire ukrainien. Mais comment tu peux écrire ça? Si c'était 20% du territoire français, qu'est-ce qu'il irait? Comment on peut dire des choses comme ça? Et donc, ce qui est d'ailleurs, parenthèse faite, paradoxal quand on prétend être souverainiste, nationaliste, patriote, de considérer comme ça que 20% c'est quantité négligeable. Non, et laisser penser que l'Ukraine, au fond, ça fait un peu partie de la Russie, tu sais, et que c'est tout totalement faux historiquement. C'est leurs histoires. Je sais pas qui a été couronné, je sais pas où, à Kiev ou ailleurs, donc on va oublier tout ça. Mais moi, ça me fait gerber, honnêtement. Je lisais ça ce matin, j'ai failli appeler en disant mais comment tu peux dire des conneries comme ça? Comment? Et puis, je prends lui, et lui, il est intelligent, il a du talent et tout. Il y a des gens, oui, il est intelligent, il a du talent, il est cultivé et tout. Tu peux ne pas être d'accord. C'est clair, bien sûr. On peut ne pas être d'accord avec lui. Mais c'est pas pour ça. Et je me dis, il y a tout un courant de gens qui nous sont proches, en fait, et pas d'extrême gauche, moi encore moins que toi. Non, mais tu peux pas te dire, comme ça, à pertes et profits, on va sacrifier l'Ukraine, et comme ça, on n'aura pas d'efforts à faire, et on ne demandera à personne de faire les efforts. Non, mais c'est intéressant le point qui est soulevé par Robert Ménard, Franz. Il y a une complaisance générale, politique, de la part de certains médias sur le thème. Parce que c'est comme moi, j'entendais aussi cet argument qui était utilisé par Hervé Morin, ministre de la Défense, ancien ministre de la Défense, qu'on a reçu sur ce plateau, qui disait oui, mais les chars russes, c'est pas comme s'ils allaient arriver à Paris. Mais qui dit que les chars russes sont sur le point d'arriver à Paris? Je parlais de la menace russe, ça veut pas dire que les chars russes sont sur le point d'arriver à Paris. Je pense quand même, si vous reprenez les propos dans son allocution télévisée d'Emmanuel Macron, il a dit on est en guerre. Non, on n'est pas en guerre. Non, ça c'est, il y a une exagération, et je pense qu'Hervé Morin, je crois pas que Emmanuel Macron ait dit qu'on était en guerre, que la Russie, la Russie est une menace existentielle, mais il a dit la France, on est en guerre. Non, c'est dans l'allocution. Et j'ai vu, ça a choqué beaucoup de gens, et ça a choqué notamment Hervé Morin, et j'ai vu ça parce que j'ai vu son intervention ici. Donc c'est logique, c'est-à-dire que là, dans cette histoire-là,
il s'agit pas d'exagérer, mais il s'agit, comme là-dessus on sera d'accord, c'est-à-dire il faut, comment dire, mettre des limites tout de suite France, pardonnez-moi, mais juste sur ce point précis, Emmanuel Macron n'a pas dit on est en guerre. Il y a menace existentielle, il y a une phrase sur la nécessité d'être patriote, mais juste pour être précis. J'ai entendu, je suis précis parce que cette phrase était choquante, elle m'a choqué. Elle a choqué beaucoup de gens. Je ne sais pas de quelle phrase vous voulez parler. Dans sa dernière allocution française. Non, mais il y a un truc vieux comme la politique. Après l'intervention d'Emmanuel Macron, et moi je suis pas macroniste, mais je trouvais qu'il avait les mots justes. Et pour une fois, ça durait 8 minutes, tu vois, c'était plus condensé. Non, mais là, il est dans une bonne phase. Non, mais attends, surtout, vous savez, moi, ce qui m'a choqué, c'est qu'après, tu sais, la politique, c'est tu caricatures à outrance les propos de celui que tu as en face de toi, comme ça, tu te donnes des arguments. Il n'a jamais dit qu'il allait partager avec qui que ce soit le fait de pouvoir appuyer sur le bouton nucléaire. Il a dit dans les intérêts vitaux de la France, il peut y avoir la situation dans un pays voisin, mais c'est pas la même chose. Moi, je veux dire, essayons. C'est si grave la situation. La situation est si grave. Honnêtement, c'est grave. Tu vois ce qui se passe et tout. On a un fou furieux. On a 2 fous furieux. 2 fous furieux. Un type qui... Attends, plus tous les associés du fou furieux en Europe, parce que oui, t'as quand même le Hongrois. Mais t'as 2 fous furieux principaux. Oui. Tu as un type qui s'appelle Poutine et qui a une menace, puis une menace pour son propre pays quand même. Aujourd'hui, mais vous le disiez tout à l'heure, Benjamin, on lit des propos sur Poutine. Putain, mais moi je te les envoie chez Poutine, tenter de le critiquer 5 minutes. Oui, mais ça, alors là, c'est la phrase qu'avait Benjamin sur les souverainistes. Moi, je suis fasciné, effectivement, par l'admiration des souverainistes. Pour d'ailleurs Trump et Poutine, parce pour que les deux, pour les deux. C'est-à-dire sont les 2 héros. On peut parler d'ailleurs de poutino-trumpisme. Je crois que c'est une formule qui est tout à fait. Tu sais ce qu'ils parce ont. qu'il y a, mais tu sais ce et vous savez ce que c'est? Pour ces gens-là, ce sont les défenseurs, Trump et Poutine, de la civilisation chrétienne. Et moi, franchement, je trouve que c'est vraiment une grosse blague. C'est vraiment une grosse blague de penser que ces 2 fripons, enfin, il y en a un qui est pire que l'autre quand même de loin, qui est Poutine. Ce seraient les défenseurs de l'Occident chrétien. Mais c'est lamentable. Contre la décadence. Au fond, ils ont le sentiment... À cause du côté viril, d'ailleurs. Viril, contre la décadence. Attends, ils allaient... Moi, j'ai un certain nombre de mes copains qui allaient en Hongrie. Une espèce de cocon de la chrétienté. Alors, c'est les orthodoxes, mais peu importe, tu vois. De la chrétienté, où on allait se retrouver au chaud avec les mêmes valeurs et tout. Mais enfin, comment tu peux dire ça de ces gens-là? Enfin, quand même, on va pas faire de l'autocrate hongrois un modèle. Moi, j'ai pas envie de vivre en Hongrie. Mais en plus, vous savez, c'est pas... Non, mais t'as tort, c'est un très beau pays. Non, mais attends, oui, ça va, on parle pas de la beauté des paysages et du Danube. Enfin, bien sûr que non. Mais en fait, c'est les mêmes. En fait, c'est le même réflexe. Les communistes, ils étaient ici, ils trouvaient l'URSS, putain, comme modèle et tout. T'en avais pas un qui avait envie réellement d'aller vivre derrière le rideau de fer. Et là, tu te dis, mais moi, je te les enverrai chez Poutine. Ah oui, il faudrait qu'ils fassent des petits stages là-bas, ils verraient ce que c'est. Messieurs, vous rigolez. La pauvreté du peuple russe. Je le dis chaque fois. Attendez, vous êtes journaliste. Oui. La rédaction, les dernières rédactions qui a le plus payé là en Europe, c'est comment ça s'appelle comment il s'appelle l'hebdomadaire russe Novaya Gazeta. Il y a 5 de vos confrères qui ont été tués par les sbires de Poutine. Et il y a un certain nombre de journalistes que j'entends ici qui te disent oui, il est pas si terrible que ça. Je te l'enverrai faire leur rédaction à Moscou. Parenthèse close sur la question de la Russie. On a vérifié. Franz, il n'y a pas la phrase. On est en guerre. Il le disait pour le Covid. Non, voilà, il a dit, la guerre est là, ou une formule de ce type. Non, la guerre est là. Voilà, non, cette phrase, Macron n'a pas dit qu'il était en guerre. Il a dit la guerre est là, une phrase comme ça. Et surtout, il faut pas employer le mot à tort et à travers. La guerre au Covid. Juste avant de parler il est allé un peu trop loin. Juste avant de parler. En plus, j'approuvais le reste de la déclaration, mais il est allé un peu trop loin. Juste avant de parler. Et je défendais Hervé Morin. Bien. Ça c'est dit. Juste avant de parler d'Algérie, je voudrais juste vous montrer une photo, puisqu'elle vient de tomber, la première photo depuis longtemps, du pape
en train de prier aujourd'hui dans la chapelle de l'hôpital. Voilà, c'est la première photo depuis son hospitalisation qui a donc été. Il va mieux alors, ça veut dire. Ah bah écoutez, en tout cas, c'était la première photo depuis longtemps et les médecins considèrent effectivement, même s'il reste hospitalisé, que son pronostic n'est plus réservé. Mais il est pris de dos. Effectivement, mais hier j'étais dans une procession, c'était très très touchant parce qu'il y avait 300 personnes qui marchaient dans les rues de Béziers. C'est touchant, tu vois. Tu peux pas rester insensé. En plus, moi, j'ai aucune raison de rester insensé, mais encore moins. Et je pense qu'il y avait tout un tas de gens qui pensaient au pape. Moi, c'est pas ma tasse de thé, ce pape-là. Mais enfin, quand même, tu vois, il représente 1,4 milliard de gens. Il paraît qu'il reçoit 20 courriers absolument incroyables. Et je trouve que c'est bien que des gens, ils soient comme ça, sensibles à ça. Ça vous touche pas, Benjamin? Si, absolument. Et c'est pour ça que je tenais à montrer cette première photo de son hospitalisation. On va prier pour qu'il s'en sorte. Messieurs, je voudrais qu'on parle du bras de fer avec l'Algérie. Nouvel épisode aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur dans les colonnes du Parisien, qui dit la chose suivante: si on me demandait de céder sur ce sujet majeur pour la sécurité des Français, évidemment que je le refuserais. Ce qui fait que le Parisien fait sa une en disant Bruno Retailleau menace de démissionner. C'est vraiment une menace à la démission? C'est une sorte de chantage? Il veut que ce soit la ligne dure qui s'impose, alors qu'on a pu avoir quelques doutes, parce que on a quand même eu un président de la République qui, il y a une dizaine de jours, dit récuser les accords de 68, bon, c'est pas exactement l'idée. Oui, bon, enfin, il est allé très fort aussi. Hein. C'était président. Après une déclaration. Oui, après une déclaration. Oui. Moins que le Premier ministre. Il démontait assez violemment François Bayrou et Bruno Retailleau. C'était quand même très violent. Écoutez, moi, je crois qu'il a pas trop le choix, Bruno Retailleau. C'est-à-dire, je sais que des chefs à plumes de la droite lui conseillent, à un moment donné, quand même, de marquer son territoire et de se considérer comme prêt à partir. Parce que ces histoires d'OQTF, si vous voulez, à la longue, tous ces OQTF qui sont renvoyés, enfin, faut bien voir, la France dans cette affaire est ridicule. Elle est ridicule, piétinée régulièrement par un régime quand même de bras cassés, il faut bien dire, Tebboune et toute sa bande de politicards véreux, aux ordres des généraux. C'est un truc, c'est inimaginable qu'on se fasse traiter comme ça par ce pays. Donc, il faut arrêter. Et là, bon, il y avait l'idée de mettre en question tout de suite les accords de 1968. Ça, on peut peut-être attendre, mais certainement, il faut commencer un peu à hausser le ton. Derrière, vous avez l'affaire Boualem-Sansal. Atroce. Un truc comme si, vraiment... Ça fait 4 mois aujourd'hui, et là, en dehors de toute justice, il n'y a pas d'état de droit dans ce truc-là. On l'a enfermé comme ça. Enfin, c'est à la russe, c'est à la Poutine, quoi. Donc, je pense que Bruno Retailleau, pour plus tard, pour son destin personnel, il est un peu obligé de bouger à un moment donné. Pas forcément la semaine prochaine, ni dans 15 jours, mais ça pourra pas durer. J'aurais pas une lecture comme ça. D'abord, oui, vous avez raison de le dire. Tenez, je vais vous faire un cadeau. C'est un pins. Attends, je vous le donne. Pour que nos téléspectateurs puissent le voir. Voilà. Pour libérer par ailleurs pour libérer Boualem-Sansal. Voilà, libérer Boualem-Sansal. Je sais pas si on le voit. Voilà, on est en train de zoomer. Voilà. Il est sous blister, libéré Boualem-Sansal avec la figure de. Non, il faut le dire. Je sais, merci de rappeler ça, parce que la pire des choses, je le dis tout le temps, 25 ans de Reporters sans frontières, la pire des choses, c'est l'oubli. La pire des choses, c'est l'habitude. On va pas se mobiliser tous les jours, vous allez pas en parler tous les jours, donc au moins, on essaie d'en parler. De temps en temps, c'est une saloperie absolue ce qu'ils lui font. Moi, j'ai pas de calcul politicien sur Bruno Retailleau. Je veux, et je crois que j'ai raison, de le croire sincère et prêt. C'est un type, enfin moi je le sens comme ça, je peux me tromper, c'est un monsieur qui a de vraies convictions. Vous l'aimez bien, Bruno. Mais oui, je l'aime bien. Non, mais j'ai pas dit autre chose. Non, mais attends, calme, je t'ai pas dit que t'as dit autre chose. Je dis, c'est quelqu'un qui a de vraies convictions. Et c'est quelqu'un qui est capable de claquer la porte d'où il est, parce qu'il aura l'impression qu'on lui a marché sur la figure ou qu'on n'a pas suivi ce qui lui semble essentiel. Et tu as raison. Enfin, attendez. Oui, c'est-à-dire les OQTF qui sont renvoyés d'Algérie régulièrement après qu'on les a amenés, c'est quelque chose qui peut pas durer. Mais c'est évident que ça peut pas durer. On est ridicule. Il y a 23 OQTF qui ont été sur les derniers jours renvoyés et qui nous ont été renvoyés. D'habitude, ils les prennent même pas, alors qu'ils ont tout. C'est-à-dire légalement, il y a tout. Il y avait les passeports. Ils avaient les passeports, ils ont tout.
Et ça, c'est vrai que c'est inacceptable. Et c'est le non-respect des traités, des accords, etc. Absolument. Mais je pense, pour répondre à la question de Benjamin, je pense que de la part de Retailleau, il y a une vraie position de principe. Et je trouve ça courageux. Mais est-ce que c'est la plus efficace? Parce qu'au fond, le débat est toujours le même. Est-ce que c'est efficace de hausser le ton? Que ce soit pour obtenir la libération de Boileau ou pour obtenir que davantage d'obligations de cité. Parce que vous pensez qu'on obtient des choses, vous pensez qu'on obtient des choses quand on passe sous la table? Non. Je veux dire, on est sous la table. On est sous la table. Allez-y. On est sous la table. Je vais juste essayer de finir sur ça. Si l'alternative, c'est-à-dire, en gros, on négocie, on trouve des terrains d'entente avec eux, était payante, mais ça se saurait. Je veux dire, on n'a pas d'alternative. Aujourd'hui, le régime algérien, c'est un régime algérien qui ne comprend que le rapport de force. Et l'argument, le seul argument, qui est pas bien moralement, c'est de dire, il faut pas s'en prendre au gouvernement algérien parce que c'est s'en prendre aux Algériens. Mais absolument pas. Enfin, attendez, il y a quelques années, là, la moitié du peuple algérien, ils sont descendus dans les rues, protester contre les kleptomanes qui sont au pouvoir, cette clique de militaires qui, depuis 1962, se partagent les richesses de ce pays. Donc, moi, je suis persuadé que si on a les bons mots, si on explique aux Algériens qu'il n'y a rien contre eux, mais il y a contre un régime qui menace les intérêts de la France, qui ne respecte pas, tu as raison, ses engagements, et qui met en coupe réglée son propre pays. Parce que les Algériens, vous avez discuté avec des Algériens en Algérie. Le type, il y a une rhétorique qui est tenue. Oui, la France, la France, puissance coloniale et tout. Et 5 minutes après, en privé, tu lui dis, tu sais comment je peux venir en France? Enfin, c'est tout le temps ça. Une petite suggestion pour Bercy aussi. On pourrait lancer des contrôles fiscaux sur les biens mal acquis par tous ces dirigeants algériens et puis faire fuiter, par exemple, les résultats de ces enquêtes. Parce qu'on verrait qu'il y en a certains qui sont vraiment bien remplis les poches. France, il y a des négociations en ce moment, cette année, en cours, entre l'Union européenne et l'Algérie. Pourquoi on met pas? Et là, c'est ce que je reproche au chef de l'État. Vous avez compris que ce qu'il dit sur la Russie, je dis pas que la Russie et l'Algérie, c'est la même chose. Mais je lui trouve, tu vois, un ton ferme sur la Russie. Autant il est bon, pas seulement, parce que tu parles de la Russie, je crois qu'il y a un point quand même très important, c'est la défense européenne. C'est-à-dire, il est en train de se passer quelque chose. Je parle pas de ça. Il est très bon sur ce sujet. Mais sur l'Algérie, il est à genoux. Il est à genoux. Il faut qu'il se lève, qu'il soit debout. On négocie debout et pas à quatre pattes. Ce que j'essaye de dire, c'est que je l'aimerais par rapport au chef de l'État algérien aussi revendicatif, et il a raison, que par rapport à Poutine. Mais on est dans une situation où on se trimballe une telle mauvaise conscience, et pardon, pas que la gauche, la droite l'a été pareil, une telle mauvaise conscience par rapport aux 132 ans de colonialisme et tout. Les Algériens, ils jouent, les Algériens, non. Le pouvoir algérien, il joue sur du velours là-dessus. Il joue sur du velours. Sur le thème, avec ce que vous nous avez fait, vous pouvez rien dire et tout. À un moment donné, il faut taper du poing sur la table, et pour finir, sur Retailleau, il est formidable sur son attitude-là. Attends, je le dis, sur d'autres choses... Le fan club de Bruno Retailleau. Attends, est-ce que le fan club non, parce que quand par exemple, il a laissé... Pour vous dire, c'est terrible, tu vois, tu peux pas dire un truc sans que le mec te caricature. En l'occurrence, le mec ici, c'est Benjamin Duhamel. Attendez, quand il a dit non, il faut laisser venir, tu sais, les imams au moment de, comment ça s'appelle, du Ramadan en ce moment, je trouve qu'il aurait pas dû le faire. Donc je peux, sur ce point-là, le critiquer. Mais là, ce qu'il dit maintenant, il est formidable. On peut le dire, c'est tant mieux qu'on a un ministre des Affaires étrangères qui est comme ça. Moi, je suis content. Intéressant ce lapsus. Ouais. Parce que, non mais c'est... Parce qu'il en fait un peu, quand même. Bah voilà. Lapsus, ouais. On va mettre feu là-dessus. Juste en quelques mots, Franz, parce que je voudrais ensuite qu'on parle du Wiesel de la France Insoumise. Il y a aussi un peu de politique interne quand même. Bruno Retailleau, dans un moment où Laurent Wauquiez dit c'est dur quand on est au gouvernement d'obtenir des résultats, il veut montrer les muscles.
Oui, mais aussi, je pense que, vous savez, il anticipe quand même le moment où si on arrive un jour à 100 ou 200 OQTF qu'on a renvoyés en Algérie et qui nous reviennent, à un moment donné, je veux dire, on est quand même tout près, on est dans le ridicule déjà. Attends, Et je pense que ça peut pas durer cette situation. C'est la vérité. Et Benjamin, il va y avoir un moment de vérité bien plus proche qu'à. Il a donné 4 à 6 80 semaines. noms. 80 noms. Mais oui, Vous vous mais rappelez, il a donné Et en 80 4 à 6 noms. semaines pour qu'il Attendez, soit je vous expulsé. rappelle que c'est pas la première fois. Les 2 derniers voyages, je sais plus qui c'était Darmanin, qui était allé en Algérie, il avait donné des listes de noms. Il a jamais eu une réponse positive là-dessus. Robert Ménard, Franz-Olivier Gisbert. Je voudrais qu'on parle du visuel qui a enflammé le débat politique cette semaine, signé La France Insoumise. Un visuel de Cyril Hanouna qui reprend les codes culturels, visuels de l'antisémitisme des années 30. Ce visuel, il a été retiré et La France Insoumise, par la voix de Paul Vanier, c'était vendredi chez nos confrères de France 5, qui a expliqué que c'était l'intelligence artificielle qui avait généré ce visuel. Il a gagné le prix de la connerie. Attendez, Il a la grosse connerie de l'année. s'il vous plaît. Ah oui, Paul Vanier, faut se rappeler celui-là. S'il vous plaît, C'est un bouffon. Je me doutais bien que ça vous inspirerait. Parce que vous pensez pas la même chose. Robert Ménard. Le mec, c'est l'intelligence artificielle. Robert Ménard. C'est pas lui, Attendez, c'est pas s'il moi. vous plaît. C'est pas moi, c'est l'intelligence. C'est Musk. C'est Grok, oui, c'est C'était donc S'il vous plaît, Robert Ménard, C'est Franz-Olivier Musk, oui. Gisbert. Donc, je vous pose pas la question de savoir si vous êtes convaincu par la ligne de défense de La France Insoumise. Au fond, est-ce que, quel regard est-ce que vous portez sur cette, plus que, polémique, on peut le dire. Mais non, attendez, ça veut dire clairement que chez eux, il y a des gens qui sont juste des antisémites. Parce que quand vous faites appel à l'intelligence artificielle, vous rentrez un certain nombre de mots et tout. Alors peut-être, je n'ose pas imaginer que pour avoir des images, ils aient mis Hanouna, animateur, juif, et ça. Ils ont écrit ça. Parce que ça se fait pas comme ça, l'intelligence artificielle. Oui, et surtout, attends, je crains qu'il ait ajouté le juif sus, la fiche du film comment que Goebbels avait supervisé et qui était sorti en 1940 et qui a eu un énorme succès d'ailleurs. On la voit, vous l'avez 10 pas, millions vous d'entrées. l'image, Et cette affiche du juif sus, ça ressemble beaucoup à ce qu'ils ont fait d'Hanouna. Et il manque un peu le nez crochu et puis l'image les que ongles j'avais vue, elle était griffus. absolument. Non, mais sur le fond, c'est quand même. Le problème, moi, les bras m'en tombent parce que tous les mois, on a ce débat ici avec une nouvelle saillie antisémite de quelqu'un de la France Insoumise. Il y a quelqu'un de La France Insoumise qui est cité dans les colonnes de l'opinion, un anonyme, et qui dit la personne qui a fait ce visuel, soit c'est un inculte, soit c'est un antisémite. Non, mais la vérité, je suis désolé. Attendez, Oui, mais une seconde, il y a quand même un problème. Attendez, une seconde, Franz, Robert finit, et ensuite je vous donne la parole. Un inculte ou un antisémite. Et il décide tout seul des visuels de la Bien France sûr Insoumise. que non. Mais comment Parce vous que pouvez c'est faire un croire... parti organisé. Attendez, Attendez, juste s'il vous plaît, pas tous en même temps. Ouais, on va Pour que ce soit un tout petit peu audible, Robert termine et ensuite Franz, je vous donne vraiment la parole. Enfin, dans un parti aussi centralisé, où tout se décide dans les mains de 3 ou 4 personnes, comment vous pouvez penser ça? Mais je vais vous dire quelque chose, moi, au-delà d'eux, dont je pense que longtemps on avait une espèce de précaution, tu sais, oratoire. Ils ont un antisionisme qui ressemble à de l'antisémitisme. Ils frôlent, ils flirtent avec l'antisémitisme. Non. Là, il y a un certain nombre de gens chez eux. Rima Hassan, elle est antisémite. Elle frôle pas, elle flirte pas avec l'antisémitisme. Mais vous savez ce qui m'a choqué le plus dans cette histoire-là? Je vais te dire, tu vas être d'accord. Ça me touche personnellement. Et Reporters sans frontières, ça les choque pas. Qu'on mette en cause des journalistes parce que il y a Hanouna, mais il y a Pascal Praud aussi. Ils bronchent pas. Ils trouvent pas qu'il y a quelque chose à dire. Tu as compris, je l'ai créé, moi, je l'ai dirigé pendant 25 ans. Et SOS Racisme, qui me poursuit dans l'histoire de l'OQTF. Vous les avez entendus là-dessus? Oui, ils ont fait un communiqué. Ils ont fait un communiqué. Ils ont condamné. Ça, pour le coup, ils ont condamné. Non. La LICRA. Vous faites vérifier si SOS Racisme. Oui, on va regarder. Parce que la LICRA, je sais, ils sont courageux, mais la LICRA, je connais les mecs de la LICRA. Moi, j'ai eu des problèmes avec eux. On se réconcilie avec un certain nombre d'entre eux. J'ai lu. Je n'ai pas lu là un communiqué de SOS Racisme. J'espère me tromper. Voilà, on voit juste, messieurs, vous évoquiez cette caricature antisémite.
Ça là, ressemble voilà. Et de fait, on voit les échos directs dans l'imagerie. Attends, le nez crochu, entre cette t'as vu, affiche moi, je crois et celle de la tous France les Insoumise. clichés, tous les stéréotypes antisémites. Je crois que tout ça, bon, on est d'accord là-dessus, tout ça est répugnant, c'est abject. Et elle est ce où, qui est la beaucoup gauche plus grave, la gauche, elle était assez silencieuse, faut bien dire. Imagine que ça avait été Attendez, s'il vous plaît, pas tous en même temps. Si ça avait je été pense que le sur le RN, national. c'est sûr qu'il y aurait déjà des manifs partout, et d'une certaine manière, tout le monde s'en fout. Mais ce qui est grave, là, ce qui est beaucoup plus grave, ça sort d'un parti très organisé. Je dirais presque avec une organisation quasi militaire, et c'est impossible que plusieurs dirigeants ne l'aient pas vu. Et moi, j'ai une hypothèse atroce, mais je pense que c'est possible. C'est qu'elle joue avec. De toute façon, la France Insoumise, ses dirigeants, ils savent qu'il y a un fort courant antisémite en France. Et on le voit très bien. Il y a un certain nombre de ils ont retiré la fiche. C'est-à-dire qu'au fond, ils joueraient sur les deux tableaux, c'est-à-dire on retire. Ce serait pas la première fois. Ils sont très bons là-dessus. Ils sont très bons. On avance, on recule, le mal est fait et c'est pas grave. Et ça, c'est une hypothèse atroce, je le reconnais, mais c'est une hypothèse, à mon avis, plus que plausible. C'est-à-dire, ils jouent avec, ils n'ont pas peur. Et ils se démasquent peu à peu. Et on a aujourd'hui, en France, c'est vrai, une organisation antisémite qui se met en place et dans une, comment dire, je dirais pas la bienveillance, mais en tout cas un silence assez honteux d'une grande partie de la gauche. Pourquoi ? Parce que elle vient du camp du bien. Mais c'est ça. Pardon, aujourd'hui, c'est ça. Franz, vous dites une partie de la gauche. Moi, j'ai entendu et lu beaucoup de réactions de membres du Parti socialiste quant à cette avis. Je voudrais juste dit une partie de la gauche. Monsieur Duhamel, c'est pas le problème. Non, Benjamin, c'est pas le problème des réactions. Moi, on prend rendez-vous ici. Les prochaines élections. Tous ceux qui auront vu ça à gauche, ils vont refuser de s'allier avec la France Insoumise. Vous payez, je vous parie tout ce que vous voulez, qui trouveront des arguments pour faire alliance avec la France Insoumise. Ils vous diront face au danger du fascisme, de l'extrême droite et tout, et ils se retrouveront. On parie. Vous prenez un pari? Je maintiens en tout cas qu'aujourd'hui, Raphaël Glucksmann, en une de la Tribune dimanche, non, mais ça, évidemment. Lui dit il le dit depuis longtemps. Mais attendez, parce qu'au Nouveau Front Populaire, il a soutenu l'alliance sans grand enthousiasme. Mais juste, messieurs, je vous rappelle que même des macronistes ont proposé au deuxième tour de soutenir la France Insoumise face à l'extrême droite, ce qu'ils présentent comme l'extrême droite. Tu crois qu'ils vont pas recommencer, mais je mets ma main à couper qu'ils recommencent. Je voudrais juste vous faire écouter la réaction de Jean-Luc Mélenchon. Parce que ce qui est intéressant, c'est que les Insoumis, une partie des Insoumis, Éric Coquerel, Manuel Bompard, Paul Vannier, disent ce visuel n'aurait pas dû être publié, justifient le fait qu'il ait été retiré. Écoutez ce midi ce qu'en pense Jean-Luc Mélenchon, c'est chez nos confrères de France 3. L'affiche Cyril Hanouna, c'est une erreur ou pas? Mais écoutez, monsieur, pourquoi vous me posez cette question? De quel droit? De quel droit? Qui vous êtes? Parce que c'est vous. Vous m'accusez? Est-ce que vous m'accusez? Pas du tout. Alors, taisez-vous. Vous êtes en train de continuer une campagne qui a démarré à l'extrême droite contre nous. Il fallait pas publier ce visuel. Alors, attendez. Donc, question. maintenant, on demande à l'extrême droite ce qu'on peut publier ou pas. Vous pensez que la tête de monsieur Hanouna, comme la mienne, ne peut pas être caricaturée. Moi, je suis caricaturé continuellement. Vous voulez que je vous montre les caricatures de Charlie Hebdo? Et ça n'est pas de l'antisémitisme. Pourquoi ça serait de l'antisémitisme? Ça suffit. Ça suffit maintenant. Merci, Jean-Luc Mélenchon, d'avoir accepté notre invitation. Alors, merci Jean-Luc Mélenchon. Comment tu peux lui dire merci Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que c'est... Attendez, juste, c'est quoi? Est-ce que c'est le... Parce que Jean-Luc Mélenchon a théorisé comme stratégie que quand on est insoumis, il ne faut jamais reconnaître une erreur, ne jamais s'excuser, que s'excuser, c'est donner un point à l'adversaire. C'est pas le seul homme politique. Hein. Vous avez raison, c'est pas le seul homme politique. Mais là, c'est quoi? C'est cette stratégie-là qui est poussée à l'extrême? Attendez, mais là, les bras t'en tombent quand même. C'est au-delà de la mauvaise foi. Et ce garçon, il pourrait être chef de l'État. Mais quelle honte! Quelle honte! En plus, il terrorise. Vous avez vu comment il regarde? Vous m'accusez. Oui, on vous accuse parce que vous êtes le perspectuel, le pape, le Dalai Lama des Insoumis. C'est vous qui décidez de tout. Il écrit, tu sais, dans son blog des tartines tous les jours et il savait pas ça. Et il peut pas condamner, il peut pas dire une fois qu'il s'est trompé. Ce qui est notable, c'est qu'il dit pas la même chose que certains de ses soutiens à la France Insoumise qui, à minima, reconnaissent que ce visuel n'aurait pas dû être publié. Vous nous avez cité anonyme, non, tout à l'heure?
Non, il y a un anonyme, mais sinon... Non, mais ceux je qui disais pourraient- sur l'anonymat. Ouais. Je critique le parti, mais en restant Mais dans ce qui l'anonymat. pourrait laisser penser qu'il aurait vu le visuel, d'ailleurs. Et Bon, puis il y a peut-être d'autres dirigeants qui ont condamné ce visuel qui l'avaient vu également. D'ailleurs, à commencer par ce pauvre Paul Vanier. Donc, vous voyez, non. Là, je pense que on est vraiment au fond de quelque chose. Vous voyez bien l'argument, d'ailleurs. Toujours, c'est l'extrême droite. C'est toujours l'extrême droite. Mais enfin, aujourd'hui, qu'est-ce qui donne le plus de Qui sont signaux les antisémites en direction de l'antisémitisme? C'est l'extrême gauche, c'est la France insoumise, et ça n'est pas l'extrême droite. D'ailleurs, le Rassemblement national, Jordan Bardella, il sera dans peu de temps, d'ailleurs, avec Marion Maréchal, en Israël, où ils sont invités dans un colloque. Oui. Eh ben non, mais attendez, oui, mais excusez-moi, c'est ça un veut dire truc qui a que changé. oui, c'est quelque chose qui a changé, c'est-à-dire leur rapport aux Juifs, en tout cas à l'extrême droite, a changé. Et vous savez tout ça pourquoi? Et c'est ça qui est dégueulasse. Tout ça est une politique cynique pour jouer sur l'électorat. Je dis pas musulman parce qu'ils sont pas si bêtes les musulmans, mais je veux dire de l'électorat islamiste parce qu'il y a un électorat islamiste en France. C'est tout à fait différent. Bah oui, c'est pas la même chose les musulmans et les islamistes, mais il y a un électorat, électorat islamiste qui est évidemment très défavorable aux Juifs. Qu'est-ce que vous voulez? Mais c'est ça là, c'est tout ça. Et ce sont de bas calculs électoraux. Mais bien sûr. Et d'ailleurs, vous avez vu, alors, parce que je vois, mais je vois qu'ils font ses sourcils, mais vous avez vu, si vous avez regardé les résultats des élections, les dernières élections législatives, vous voyez que les plus antisémites des candidats de la France insoumise sont ceux qui ont fait les meilleurs scores. Donc, il y a un public pour ça. Il y a un électorat. Et voilà. Et c'est ça, c'est des petits signaux comme ça qu'ils envoient, cyniquement, en direction de cet électorat. Bien sûr que c'est une approche électorale. Il y a l'idée quand même à la France insoumise que les banlieues où les musulmans sont majoritaires, en gros, ils seraient pas insensibles à toutes les critiques sur Israël et les Juifs. Je pense qu'il y a ce calcul cynique. Et il est tellement... D'abord, il est pas forcément vrai, parce que moi, j'ai plein de copains oui, ça c'est qui vrai. sont pas antisémites, il faut quand même pas rigoler. Et d'autre part, la sortie de Mélenchon, elle sonne tellement faux, tu le disais, mais le fait que Bardella ou Marion Maréchal Le Pen, elle s'appelle Le Pen. Elle s'appelle Le Pen. Soit reçue en Israël, c'est une révolution. C'est nouveau, hein. Attends, moi, j'étais en Israël et j'ai été reçu par il est le ministre de la diaspora, celui qui va les recevoir d'ailleurs. Il s'appelle Amirai voilà. Chikli, Et je discutais avec lui et tout. Et il discute maintenant, lui, avec ce qu'on appelait l'extrême droite, et je vous garantis qu'il n'a pas le sentiment que l'antisémitisme est porté par l'extrême droite. Alors, il a le sentiment, messieurs, qu'il est par l'extrême gauche. C'est un débat intéressant. Simplement, quand on voit le profil de certains des candidats qui étaient aux législatives, et quand on voit aussi, pardonnez-moi, mais la façon dont les uns et les autres ont réagi au moment de la disparition de Jean-Marie Le Pen, ce voyage-là, ce déplacement-là, il interpelle. Quand on voit la façon dont le Rassemblement national, dont les autres... Mais pourquoi vous dites ça? Ça veut simplement dire... Il n'y a plus aucun sujet entre l'antisémitisme et l'extrême droite. Benjamin, on n'a pas dit ça. Il y a toujours un sujet. Ce qui est vrai, c'est que on nous montre toujours le Rassemblement national et l'extrême droite, et en réalité, ceux qui font le travail en ce moment et ceux qui envoient des signaux sans arrêt, ce sont les gens de la France insoumise et ne pas oublier aussi les écologistes. Hein, souvenez-vous de l'accueil de Madame Tondelier au rappeur islamiste Médine, vous vous souvenez? Oui, mais enfin, il a perdu son procès. Il y a quelque chose qui a changé radicalement, c'est que entre le Rassemblement, le Front National de Jean-Marie Le Pen et le Rassemblement National de sa fille, attendez, il y a un monde sur ce terrain-là, sur cet espace-là, sur ces questions-là, c'est radicalement différent. Et on devrait s'en satisfaire tous. Vous seriez pas, moi, je serais ravi que la France insoumise, ils nous disent, non, c'est pas bien. Là, on a fait une connerie. On va arrêter, on va se reposer les questions. Le problème, c'est qu'avec leur chef de file, avec un Jean-Luc Mélenchon qui est, comme vous le dites, incapable de reconnaître avec le résultat électoraux également. Mais non, Dieu merci, il y a une morale, et je pense qu'ils vont le payer cher. Espérons-le. Et je l'espère. Je ne rêve que, je prie pour le pape, et je prie pour que le Mélenchon, il en prenne plein la figure aux prochaines élections. Bon, c'est imagé. C'est pas très chrétien. C'est-à-dire, vous voulez dire qu'il ait des mauvais résultats? D'accord. Ouais, bien sûr, c'est pas très chrétien. Hein. Non, c'est pas très chrétien, je reviens. Messieurs, parce que vous avez envie qu'il fasse un gros score. Moi, je pose des questions. Donc, voilà. Pour terminer cette émission dans la bonne humeur, je voudrais vous
En fait, je peux pas m'en empêcher parce que quand j'ai vu cet extrait de nos confrères d'RTL sur les réseaux sociaux, je me suis dit que ça ferait un bon sujet de discussion entre vous deux. J'imagine que ça va vous plaire. Je voudrais qu'on écoute. C'est un linguiste qui est interviewé par notre consoeur Amandine Bégaud dans la matinale de RTL. Et voilà ce qu'il dit notamment sur l'utilisation du mot « wesh ». Ah ouais. Bon, j'imagine, Rémi Soulet, que vous êtes un amoureux de la langue française, on est d'accord? Absolument. Bon. Et pourtant, vous nous dites, à nous, parents, grands-parents, profs, réjouissez-vous quand vous entendez vos enfants, vos petits-enfants, vos élèves dire « wesh ». On peut être amoureux de la langue française et aimer wesh. Enfin, je comprends pas bien le... C'est même le contraire qui serait plutôt compliqué. Wesh, c'est du français. Absolument. Et quand mon fils de 9 ans dit wesh, surtout, faut pas que je l'engueule. C'est ça? Non mais si je vous suis. Mais oui, tout à fait. Alors, Robert Ménard, vous dites wesh ou pas? Non, je sais même pas ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Bon, écoutez, je suis non, pas, non, je suis pas un grand spécialiste. Honnêtement, je sais pas. Ouais. Je suis embêté. Non mais vous voyez bien mes propres enfants. Et, remarquez, ma fille, elle m'envoie des SMS. Il faut décrypter parce que je comprends pas exactement. Vous savez, elle met pas oui, elle met oui. Parce que quand il parle comme ça, vous avez vu ça? Ouais, je sais pas. Non, mais vous savez, les gens, ils ont tellement peur d'apparaître comme des ringards. Amandine, je parlerai demain matin avec elle, je lui poserai la question. Vous avez tellement peur de paraître pour un vieux con, tu sais, qui connaît pas les mots. Moi, je les connais pas, ces mots, parce que je parle pas avec ces mots-là. Mais moi, ils parlent comme ils veulent. Mais je me réjouis pas. Moi, je me réjouis pas de 18 fautes de français dans un SMS qui fait 18 lignes. Ça m'attriste. Je trouve pas ça. Je trouve pas ça bien. J'ai pas envie. Mais la langue évolue, dit ce linguiste. Ben oui, sûrement. Voilà. Non, mais il a raison, la langue évolue. Et puis, ben oui, d'accord. Est-ce que moi j'ai juste envie, je dois être un vieux con. Non, je te le conseille. Peut-être. Vous le pensez chaque fois. Alors, un vieux con. Et je trouve que quand on écrit avec un verbe, un sujet, un complément, on met de la ponctuation et que le respect de ces règles-là, c'est pas si Robert, nul que ça. Les mots comme ça, il y en a depuis toujours. Il y en a toujours eu. On les ça oubliera, va, ça vient. Et peut-être que déjà, à l'heure actuelle, il y en a un autre qui a remplacé celui-là. Vous pouvez pas demander. Wesh, si, ouais. Non, mais wesh, c'est une sorte d'interjection qui peut vouloir soit signifier moche. Non, wesh, c'est une façon de ponctuer sa phrase. Non, mais c'est un point d'exclamation. Ouais, ou wesh, salut, ça peut être bonjour. Non, mais je vous utilisez pas. Parce que vous l'utilisez peut-être. Qu'est-ce que vous en savez? Je suis sûr que non, parce que vous saviez pas ce que c'était. Alors donc, comme je crois pas que vous écriviez avec des mots dont vous ignorez le sens, je vous fais confiance. Moi, c'est vrai que je ne l'ai jamais entendu. Je ne l'ai jamais prononcé. Mais vous savez, il y a ces mots comme ça qui reviennent toujours. Il y a deux bases, des mots comme ça, des interjections. Ça, c'est dans le langage depuis toujours. Et ce mot-là, vous verrez qu'on n'a pas. Il leur a disparu dans 2 ans, dans 3 ans. En même temps, il faut faire attention à ce qu'on dit parce que sur un certain quand on voit les vieux films d'Audiard, tu sais, avec un certain nombre d'expressions qui à l'époque pouvaient choquer et tout. Maintenant, on en fait une espèce de classique, tu sais. Tu ressors les tirades d'Audiard, les mots qu'il employait différemment des autres et tout. Donc évidemment que je me méfie de ce que je pense. Je dois être trop vieux pour me faire à ça, mais je pense quand même que la langue française, c'est un trésor. Honnêtement, Attends, pourquoi je te dis ça? Je te dis ça pour lui. Oui, bien sûr. Il en a très bien parlé. Vous avez lu ce qu'il écrit sur la langue française? Magnifique livre. Attends, c'est magnifique ce qu'il dit et tout. Et rien que pour lui, tu as envie de défendre cette langue-là ce soir autour de cette table en lui disant, voilà, non, t'oublie pas, est-ce que tu dis pour le français, la façon dont tu le manies. Comme disait Albert Camus, notre nation, c'est notre langue. Et c'est vrai que cette langue, il faut la garder, il faut la conserver. Mais en même temps, elle va subir des influences. Vous savez, le français, il est quand même, c'est un composé de latin, de romain, oui, bien sûr, et c'est très bien. Et il nous reste, 2 minutes. Il y a 5 ans, jour pour jour, la France était confinée. Le président de la République a d'ailleurs fait un tweet, c'était il y a quelques minutes. Il y a 5 ans, notre pays s'apprêtait à affronter l'une des épreuves les plus difficiles de son histoire récente, le Covid-19. Mais jamais elle ne s'est arrêtée face à l'inconnu, face à l'épreuve. Elle s'est unie. Ensemble il y a 5 ans, ensemble aujourd'hui, ensemble pour demain. C'est vrai que Robert Ménard, on a à la fois l'impression que c'était une éternité et parfois quand on revoit ces images, le parvis Trocadéro vide, quand on se souvient aussi des attestations, des métiers essentiels, non essentiels, qu'est-ce qu'on se dit?
D'abord, c'est vrai que moi, pendant que vous disiez ça et je regardais, je me souviens avoir traversé ma ville, de chez moi à la mairie, il n'y avait pas un chat. Alors moi, j'allais à la mairie tous les jours, parce qu'il faut une ville, il faut continuer à ce qu'elle vive. C'était une espèce de truc surréaliste. Je me souviens, je sais pas si vous vous souvenez, pour le soutien qu'on apportait le soir, c'était à 20h, je me rappelle plus. Oui, en applaudissant les soignants. En applaudissant et tout ça. C'était à la fois... Ça s'est un peu atténué avec le temps. Oui, mais c'était sympa. C'était beau. C'était beau, c'était touchant et tout. Et on a plutôt... On parlait de la politique et d'une partie des fous furieux qui trouvent des excuses des circonstances atténuantes à Vladimir Poutine. Ce sont souvent les mêmes qui considèrent C'est les mêmes qui t'expliquent le vaccin. Tu sais, moi j'en ai encore chez moi, parce que c'est devant chez moi. Je pense que c'est pas un hasard, qui viennent expliquer qu'on est, en l'occurrence, ils accusent ma femme, qui était députée à l'époque, d'être responsable de la mort de 143, je dis à chiffre, mais précis, adolescents à Béziers à cause des vaccins. Comment tu peux dire ça? Et quand même, la démagogie, Benjamin, la démagogie, c'est qu'un certain nombre de gens qui se disent, mais là, il y a un petit électorat de gens complotistes, anti-vaccins, pro-Trump, parce que c'est un peu les mêmes quand même, pro-Poutine. Pour Poutine. Attends. Non, on n'a plus le temps. Mais cet enfermement, c'était un cauchemar. Mais en même temps, c'était aussi un beau moment, parce qu'on a vu tout ce que pouvait donner, il y avait espèce de merveilleux... Enfin, l'humanité paraissait merveilleuse et solidaire. On a été solidaires. Merci Franz-Olivier Gisbert, Robert Ménard d'avoir participé à ce duel du dimanche, animé mais intéressant.